Ouais. On va laisser entrer. Bonjour aux premières personnes présentes sur le webinaire. Donc, on va laisser Bonjour. un peu les personnes inscrites arriver progressivement. Bonjour. Et puis, on va commencer d'ici une petite minute. Bonjour. Bonjour. Juste. Tout va le nom. Ok, on va commencer. Bien, il est l'heure de commencer ce webinaire sur les allergènes dans les produits cosmétiques. Donc, merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles. Donc, la situation sanitaire étant, on a un tout petit peu anticipé en enregistrant des séquences vidéo qui vont servir de support. Donc, cette vidéo va démarrer dans quelques secondes. Durant cette vidéo, vous pouvez poser évidemment toutes vos questions sur le chat. Il y a une petite icône qui est prévue à cet effet. Et vous pouvez suivre également le fil des questions sur la droite de l'écran si vous l'activez. À l'issue de cette présentation vidéo qui fait environ une petite vingtaine de minutes, nous reprendrons le direct avec Gaël Gervais pour synthétiser vos questions et apporter les réponses en direct. Donc là, il y aura un échange à l'issue de la vidéo. Donc, sur le sujet allergènes en cosmétique, nous allons aborder 4 parties. La première partie, Gaël, sera celle très courte sur la description d'une allergie en cosmétique, présentée donc par le docteur Roubex, qui est un dermatologue qui intervient pour les études Cosmépar. C'est ça. Dans une deuxième partie, j'essaierai de revenir sur le contexte un peu plus réglementaire et l'actualité à ce niveau-là concernant les allergènes. Enfin, juste après cette partie-là, nous vous expliquerons comment on réalise les dosages des allergènes dans les produits cosmétiques, quelles sont les normes, quelles sont les méthodes. C'est ça. Et en partie 4, c'est un peu la combinaison de tout ça, c'est-à-dire que si je mets contexte réglementaire et aspect technique, quelles sont les perspectives, pardon, et la stratégie à adopter dans les mois à venir concernant l'actualité des allergènes. Donc, on va démarrer cette vidéo. Si vous observez quelques défaillances techniques, même chose, indiquez-le sur le chat. Nous essaierons de les résoudre au fur et à mesure de la projection. Et normalement, tout se passera bien. À tout de suite, d'ici 20 minutes. Docteur Roubex, qu'est-ce qu'une allergie et comment elle se manifeste? Alors, l'allergie, c'est une réaction qui peut se manifester dans différentes zones du corps, sur la peau, bien entendu, mais aussi au niveau respiratoire, digestif ou autre. Est-ce qu'il y a parmi ces différents types d'allergies une forme qui concerne plus particulièrement les cosmétiques? L'allergie cutanée, bien entendu, hein, puisque les cosmétiques sont appliqués sur la peau est l'organe qui est en première ligne pour réagir à un cosmétique. Mais on peut aussi avoir, ou on pourrait aussi avoir, je crois que c'est quand même beaucoup plus anecdotique, des réactions allergiques à des cosmétiques au niveau respiratoire. Donc, question corollaire, est-ce que l'on est allergique de naissance ou devient-on allergique? Eh bien, justement, la réponse, elle est ambiguë, ambivalente. On devient allergique, oui, dans la mesure où on se sensibilise à une substance allergisante donnée, mais on peut aussi dire, dans une certaine mesure, qu'on est allergique, qu'on est NAIT, hein, je précise. On peut naître allergique dans la mesure où il y a un phénomène ou un facteur génétique qui joue de façon plus ou moins importante dans l'allergie. Il y a des terrains qui sont allergiques. Donc, il y a des terrains familiaux allergiques. Donc, on peut naître, peut-être pas allergique, mais prédisposé, plus ou moins, et parfois même fortement, aux phénomènes, aux réactions allergiques. Est-ce que les allergies liées à des cosmétiques touchent une grande part de la population? Les allergies cutanées, je viens de lire une revue justement à ce niveau-là, toucheraient 1 à 3% de la population européenne, due aux cosmétiques. Hein. Alors, en sachant que c'est probablement sous-estimé, parce que toutes les personnes qui font des allergies à un cosmétique ne vont pas la déclarer à leur médecin.
Et est-ce qu'on constate justement des évolutions à ce sujet? Je n'ai pas de réponse précise à vous donner. Il est certain que le nombre des substances nouvelles dans le domaine cosmétique va en augmentant, et donc le risque allergique va peut-être en augmentant. Mais est-ce qu'il y a de plus en plus d'allergies cutanées aux cosmétiques? Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, il n'y en a pas moins. Il n'y en a pas moins. Donc il y a sans arrêt des nouvelles molécules qui apparaissent et d'autres qui disparaissent parallèlement. Et au milieu de tout ça, l'allergie cutanée, elle continue de prospérer. Dernière question, est-ce qu'il est possible, selon vous, de réduire le phénomène ou la réaction allergique? Alors, le meilleur cosmétique, c'est le cosmétique qui comprend le moins d'ingrédients possible. Certains cosmétiques, quand on regarde la liste des ingrédients, c'est comme ça. Moins il y aura d'ingrédients, moins il y aura de risque potentiel d'allergie. C'est une évidence. Et selon vous, est-ce qu'il est important que les allergènes soient indiqués sur la liste des ingrédients? C'est non seulement important, mais je crois que c'est légal. Et plus que la composition, les ingrédients, c'est-à-dire la composition détaillée. Merci docteur pour cette vision médicale des allergènes en cosmétique. Passons maintenant à l'aspect plus réglementaire de cette question. La partie réglementaire cosmétique est basée à l'origine sur une opinion du SCCNFP, l'ancêtre du SCCS, qui date de 1999, donc c'est déjà assez vieux, et qui a modifié par la suite la directive cosmétique en 2003 en instaurant une liste de 26 allergènes de fragrance qui doivent figurer sur la liste INCI des ingrédients. Ces 26 allergènes de fragrance, il y a 13 molécules qui ont fréquemment été reportées comme générant des allergies. Il y avait 11 molécules supplémentaires pour lesquelles il y avait des suspicions déjà plus ou moins étayées, mais pas forcément suffisamment documentées, et 2 extraits naturels, l'extrait de mousse d'arbre et l'extrait de mousse de chêne, pour lesquels on avait vraiment des idées précises du niveau d'allergie généré. Dans le but d'informer le consommateur, le législateur, via cette directive, impose des seuils de déclaration à 10 ppm pour les produits non rincés et 100 ppm pour les produits rincés. Globalement, à cette époque, on a quand même un manque d'information générale et la Commission européenne demande au comité scientifique d'apporter plus de données et ordonne finalement de collecter un maximum d'informations et au besoin de générer les études toxicologiques nécessaires pour statuer sur le sujet des allergènes. Le SCCS rend un avis sur les allergènes de fragrance en cosmétique. Un avis, et quel avis? 334 pages de données issues d'études bibliographiques et d'études expérimentales, in vivo, in vitro, in silico, et aussi des données de cosmétovigilance à travers l'Europe. Le résultat, c'est que cet avis suggère que 57 substances individuelles et 27 extraits naturels soient étiquetés et classés comme allergènes de fragrance. Entre-temps, et à la suite de cet avis, donc qui date de 2012, dès 2013, un certain nombre de ces substances ont été inscrites en annexe 3 et font l'objet de restrictions alors qu'elles ne sont pas encore soumises à déclaration. C'est donc en ce moment même que le législateur vote pour faire inscrire ces 57 substances individuelles et ces 27 extraits naturels en annexe 3 du règlement avec obligation de déclaration dès lors que leur concentration dans les produits finis est supérieure à 10 ppm pour les produits non rincés et 100 ppm pour les produits rincés. Là-dessus, finalement, ça ne change pas beaucoup par rapport à l'ancienne liste. La seule chose, c'est qu'elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus étendue. Le délai de mise en œuvre de cette réglementation envisagée actuellement est de 3 ans pour les produits pour leur mise sur le marché, ce qui vous laisse a priori du temps, et 5 ans pour le retrait des produits non conformes à ces déclarations. Autrement dit, pour tous les produits potentiellement encore sur le marché dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut envisager de modifier les listes de déclarations. Dans tous les cas, le travail réglementaire à venir sur ce sujet et dans les 3 prochaines années est considérable.
cela va nécessiter une implication de l'ensemble de la chaîne de valeur, mais ça, nous allons y revenir. Avant d'aborder un chapitre concernant les méthodes de quantification des allergènes, une dernière petite précision réglementaire. Tous les éléments dont nous venons de parler concernent l'étiquetage des allergènes de fragrance à visée d'information du consommateur. Mais il faut garder à l'esprit que ces allergènes, mais également d'autres molécules de parfumerie issues des extraits naturels, peuvent faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, qui sont, on va dire, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'aspect juste de déclaration dans la liste INCI des ingrédients. On pense notamment au Liral, autrement appelé le HICC, mais également l'atranol, le chloratranol, le safrole, l'estragol, le méthylogénol. Toutes ces substances sont soit interdites, soit extrêmement restreintes et ne font pas forcément l'objet de déclaration dans la liste INCI des ingrédients. Maintenant que nous avons vu l'aspect réglementaire de la déclaration des allergènes, voyons maintenant comment fait-on pour doser les allergènes et connaître leur concentration. J'aimerais accueillir Coralie Leroy qui va vous parler de la partie technique et de chimie analytique. Bonjour Coralie. Bonjour Gaël. Merci de nous expliquer comment fonctionne la GCMS et le dosage des allergènes. Pour commencer, on parle souvent d'allergènes de fragrance et de détection par GCMS. Qu'est-ce que ça signifie ? Du coup, la GCMS, pour GC, c'est chromatographie gaz, et MS, c'est pour la spectrométrie de masse. La GCMS, comment ça marche ? Alors du coup, il y a une partie injecteur, une partie colonne, une partie détecteur. Donc le liquide est injecté sur l'injecteur, il passe dans la colonne. Donc là, nos composés, suivant leur affinité avec la phase de la colonne et leur volatilité, vont arriver à différents moments au niveau du détecteur. Du coup, ils auront tous des temps de rétention différents, mais pas tous. Certains ils vont arriver en même temps. Du coup, grâce à la partie masse, on va pouvoir les différencier. Existe-t-il une méthode standardisée ou normalisée de dosage des allergènes de fragrance en cosmétique ? Oui. Depuis 2012, l'IFRA a créé une norme. Ça a ensuite été repris par le CEN. C'est celle du CEN qu'on suivait jusque-là pour doser les 24 allergènes et les 2 extraits naturels qui, eux, étaient difficilement quantifiables. D'accord. Suite à l'évolution réglementaire en cours, est-ce qu'il y a une différence ou une mise à jour liée à cette méthode ? Depuis 2021, on a rajouté 33 substances supplémentaires. Alors par rapport à la norme qu'on utilisait, d'un point de vue technique et au niveau du principe, c'est techniquement les mêmes. Il y a juste beaucoup plus de molécules. Oui, on arrive du coup à 57 allergènes. Coralie, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les spécificités techniques de cette méthode normalisée ? Oui, du coup, cette méthode a été conçue pour les concentrés et les parfums. On utilise 2 colonnes de polarité différentes. On utilise pour chacune de ces 2 colonnes 2 méthodes d'acquisition. Et du coup, pour chaque composé, on va s'intéresser à 3 ions. Donc du coup, pour mon vial, je vais l'injecter sur 2 colonnes, multiplié par 2 pour le nombre d'acquisitions, SIM1, SIM2, et sur les 3 ions. Et on va venir regarder pour chaque ion une calibration, et essayer de quantifier chaque substance comme ça. Donc si je compte bien, ça fait 12 retraitements par échantillon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et autant de calibrations pour une dilution. Et ça arrive souvent ? Qu'on soit obligé de faire plusieurs dilutions, oui, en fonction de ce qu'on va rechercher. On peut chercher des concentrations de quelques ppm jusqu'à l'ordre de 2%. Donc, si on synthétise, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode normée ? Donc, du coup, le fait de s'appuyer sur 2 colonnes et autant de calibrations, ça nous permet une quantification précise et spécifique des 57 substances. Et on peut aller sur une très grande gamme de concentrations. Elle permet aussi de séparer des échantillons complexes, comme les concentrés de parfum, donc avec beaucoup d'allergènes.
Et le fait qu'elle soit normée, donc c'est indiscutable, on peut la transposer d'un laboratoire à un autre. À l'inverse, quels sont les inconvénients de cette méthode? Alors déjà, la durée d'analyse, le fait de passer sur 2 colonnes et 2 méthodes d'acquisition, on a multiplié par 4 la durée d'analyse par rapport à une seule colonne et une seule acquisition. Le temps de retraitement est aussi du coup beaucoup plus long. Donc tout ça, ça va intervenir dans le coût de l'analyse. Et on a aussi un champ d'application qui est restreint. La méthode s'intéresse au concentré et au parfum, essentiellement. Et donc ça ne concerne peut-être pas les autres cosmétiques que sont les crèmes, les gels douche, le maquillage, ce genre de choses. Voilà, elles ne sont pas concernées et c'est se mettre des bâtons dans les roues que d'utiliser cette norme pour ces matrices. En réponse à cette méthode normalisée, quelles solutions proposez-vous au laboratoire? Du coup, nous, on a allégé la méthode normalisée. Notre méthode s'applique essentiellement sur les produits finis cosmétiques. On ne passe plus sur les 2 colonnes, mais sur une colonne, toujours avec méthode SIM 1 et SIM 2, pour éviter plusieurs interférences. D'accord. Et quand vous dites produits finis, ça concerne quel type d'échantillon? Ça peut être des crèmes hydratantes ou des gels douche. Essentiellement les produits qu'on va mettre sur la peau, plus que des parfums ou des concentrés. Et donc, pour synthétiser, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode? Donc le fait de passer sur une seule colonne, on va avoir moins d'injections, donc un gain de temps déjà d'un point de vue sur l'appareil. Après, sur le retraitement aussi, ça fait moins de calibration, donc on va aller plus vite. Le fait d'aller plus vite, pour vous, c'est aussi un gain d'argent. L'analyse va coûter moins cher. Et donc, quels sont les inconvénients de cette méthode? Alors du coup, par rapport à la norme, le fait de passer sur une seule colonne, on va peut-être être un peu moins spécifique. Mais comme on va s'intéresser essentiellement aux produits finis cosmétiques et pas que aux concentrés parfums, on peut dire que c'est un demi-inconvénient. Merci Coralie donc pour nous avoir permis de comprendre un petit peu mieux la partie technique du dosage des allergènes. Penchons-nous maintenant sur la stratégie à adopter vis-à-vis de ce dosage. Le travail de revue des étiquetages des allergènes démarre maintenant et va s'étaler sur les prochains mois. Si on y regarde de plus près, il s'agit ni plus ni moins que de revoir l'intégralité de la liste des ingrédients de tous les produits cosmétiques et de leurs emballages. Pourquoi ce travail est colossal, me direz-vous? Ne faut-il pas se contenter d'attendre les nouvelles déclarations des fournisseurs de concentrés de parfum? Eh bien non, absolument pas. Le travail des parfumeurs est nécessaire, important, primordial certes, mais pas suffisant, loin de là. En effet, comme vous le savez peut-être, la fabrication, le conditionnement, le stockage, voire l'utilisation d'un produit cosmétique peut en changer la composition, et notamment celle de la fraction parfumante. En conséquence, la répartition des allergènes peut être modifiée. Ce qui rentre dans la composition doit être caractérisé, certes. Mais si vous me passez l'expression, ce qui en ressort aussi. Et doit faire l'objet d'une mesure pour caractériser toute altération qui a pu avoir lieu liée à un process ou à un autre. Pourquoi a lieu une altération de la composition parfumante? Parmi les 57 allergènes de fragrance, 10 sont des esters, dont 7 au moins ont la capacité, s'ils s'hydrolysent, de générer d'autres allergènes de fragrance. Cette hydrolyse peut avoir lieu lors du process industriel favorisé par la température, le pH. Elle peut également avoir lieu au cours du temps, lors des stabilités notamment. Je pense en particulier au benzylsalicylate, benzylcinnamate, benzylbenzoate, mais également les dérivés de l'eugénol comme le génylacétate ou le linalylacétate. Tous ces composés peuvent générer d'autres allergènes. Certaines substances peuvent également, sous l'effet de réactions d'oxydation ou de réduction, générer un autre allergène. Ces réactions peuvent être catalysées par le contact avec certains métaux, notamment des métaux qui peuvent être présents dans l'inox. Je pense en particulier au benzaldéhyde qui peut, par réduction, générer de l'alcool benzylique. En outre, il y a fort à parier que la DGCCRF fera de cet item un axe fort dans sa stratégie de contrôle du marché dans les années à venir. Pour conclure, que faut-il retenir de ces différents éléments?
Comme nous l'avons vu avec le docteur Rubex, l'allergie cutanée, induite par les cosmétiques, reste un thème d'actualité et une préoccupation majeure des consommateurs qu'il est obligatoire d'informer. Le législateur, lui, va en ce sens, en étendant la liste des allergènes à étiqueter de 24 à 57 substances et de 2 à 27 extraits naturels. Comme le précisait Coralie, il est possible de mesurer les 57 substances par GCMS, notamment avec la méthode normée ou avec des méthodes alternatives allégées, mais préférentiellement basées sur les mêmes technologies. Ne pas se contenter des déclarations des parfumeurs est important, car le parfum présent dans vos flacons n'est pas nécessairement qu'une simple dilution du concentré. Il peut avoir bougé, avoir été altéré par le process. La tâche à venir est donc immense. Il faut démarrer maintenant le travail de dosage avec des méthodes adaptées. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que j'ai fait de vous des experts en chimie analytique et globalement qu'on a essayé de faire le tour de la question et qu'on a pu aborder toutes les thématiques qui gravitent autour de cette question des allergènes en cosmétique. Si vous avez des interrogations, restez en ligne pour la séance de questions-réponses et de toute façon, nous restons à votre écoute sur ce sujet ou d'autres. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo qui a donc abordé le sujet. Évidemment, tous les détails n'ont pas pu être précisés. On a vu quelques questions qui sont arrivées sur le chat, donc je vais être votre relais auprès de Gaël. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, une première question donc, qui demandait si c'était possible, avec la nouvelle norme sur les allergènes, de faire le dosage sur les produits finis ou sur une matière première comme un extrait végétal. Alors, en théorie, oui, la norme, les technologies et la méthode d'analyse décrite par la norme peuvent être employées sur à peu près n'importe quel type d'échantillon. Malgré tout, l'application stricte de la norme est définie sur un champ d'application qui concerne effectivement les échantillons prêts à être injectés, et notamment les extraits, les concentrés de parfum et les parfums. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on sort du domaine d'application strict de la norme. Mais malgré tout, elle peut le faire. Après, la question, et c'est ce que j'essayais d'aborder dans la partie 4, c'est une norme qui a l'avantage d'exister, qui est hyper précise, qui nécessite quand même de gros moyens analytiques. Et la question, c'est est-ce que tous les échantillons ont vraiment besoin de ce niveau-là d'exigence? J'en suis pas forcément sûr. Et pour être assez terre à terre, ça va aussi être une question de prix, c'est-à-dire que la mise en œuvre de cette norme coûte cher parce que techniquement, elle est relativement complexe. Et l'appliquer sur tous les PF, ça risque d'être extrêmement coûteux pour tout le monde. Donc, voilà, on peut théoriquement appliquer cette norme à peu près tous les types de cosmétiques. OK. Une question suivante aussi, toujours dans l'ordre d'arrivée. Est-ce qu'on peut considérer une substance comme non présente lorsqu'elle ressort inférieure à la limite de quantification ou bien faut-il une limite de détection? Alors, on va retrouver, c'est un vieux sujet qui souvent oppose les chimistes comme je suis et les gens du service réglementaire. C'est qu'en chimie analytique, le zéro ou l'absence n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire qu'il n'y a pas une molécule présente dans un produit. Ne serait-ce qu'une molécule, c'est pratiquement rien, mais ce n'est pas une absence. Et donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on en voit moins que la plus petite quantité qu'on est capable de détecter. Et donc, notre notion d'absence, elle rentre un petit peu en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que dès lors qu'on passe en dessous de la limite de détection, effectivement, par extension, on parle d'absence. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... OK. Et donc, question de la même personne sur, je pense que tu as répondu un tout petit peu sur l'histoire, enfin, la question des précurseurs d'allergènes. Est-ce qu'il y a une liste connue
sur ces précurseurs qui pourraient donc générer les allergènes alors qu'ils n'étaient pas dans le déclaratif? Alors, oui, ces précurseurs sont relativement bien connus, notamment par les fournisseurs de concentrés de parfum. Et j'en parlais, c'est la plupart des esters qui déjà étaient dosés lors on va dire de l'ancienne méthode, notamment benzyl salicylate, benzyl cinamate, benzyl benzoate, pour ne parler que d'eux. Et puis effectivement, là, avec la liste étendue, il y en a d'autres qui se sont rajoutés dessus, notamment l'inalylacétate et le génylacétate. Et plus généralement, dans les composés de parfumerie, il y a aussi d'autres esters de ce type-là qui, effectivement, s'ils se dégradent, peuvent générer un sous-produit, souvent l'alcool correspondant, qui lui-même est un allergène. Donc, c'est déjà décrit quand même depuis relativement longtemps. Et je vais en profiter pour répondre à plusieurs questions en même temps. Donc, c'était déjà connu depuis un certain temps. Et effectivement, est-ce que ça va s'appliquer à tous les produits cosmétiques? Pas forcément, dans le sens où le concentré de parfum, en fonction de la galénique, va être plus ou moins trituré, abîmé, travaillé, lié au process industriel de fabrication, qui fait que ce concentré de parfum, il va être plus ou moins altéré. Et donc, typiquement, dans une eau de toilette, la question était là, souvent on peut considérer que l'eau de toilette ou l'eau de parfum, entre guillemets, n'est qu'une simple dilution du concentré dans un solvant où les phénomènes d'hydrolyse et d'altération sont relativement limités. Malgré tout, ça peut arriver, demandez à tous les parfumeurs, ils vont vous dire oui, la maturation d'un parfum, elle existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, entre le moment où on fait la dilution et dans les jours et semaines qui suivent, on va déjà avoir une modification. Donc, c'est une modification légère, ténue, mais elle existe. Plus le process industriel est challengeant pour la formule, j'allais dire, plus il y a une forte probabilité que ces composés de parfumerie soient altérés. Et on a vu des cas sur certaines galéniques de quasi-disparition de l'ester, notamment de benzyl salicylate, et la formation en quantité quasi équimolaire d'alcool basylique. Donc ça arrive, c'est pas un petit peu. Et donc, là où c'est important, c'est si je sais que j'ai ces précurseurs-là, il faut que j'anticipe le fait que potentiellement, je vais avoir d'autres allergènes liés à la dégradation de ces précurseurs-là. Ok. Je vais essayer aussi de synthétiser quelques questions où tout le monde, beaucoup de gens se posent la question et on est un laboratoire d'analyse, mais aussi un laboratoire de conseil. Donc, Gaël, qu'est-ce que tu conseilles depuis la mise en place de cette nouvelle liste d'allergènes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut doser sur tous les produits finis, sur tous les lots, sur toutes les formules, utiliser la norme strictement pour certains produits et pas d'autres? Est-ce que tu peux être assez clair en disant, en conseillant une stratégie à adopter? Alors, ça va être un conseil. Je ne préjuge pas de ce que tout le monde doit ou ne doit pas faire. À mon avis, la méthode normée, du fait de sa complexité et de son coût, est vraiment à favoriser ou à privilégier pour les concentrés de parfum. Et donc, il est plutôt, on va dire, comment dire, de l'obligation du parfumeur de vous fournir un certificat d'analyse qui utilise cette norme-là, puisque elle a été conçue pour ça, elle est faite pour lui, et c'est à lui de la mettre en œuvre. Après, une fois que vous avez récupéré ces informations-là, moi, je pense qu'il est intéressant progressivement il va falloir malheureusement doser tous les produits finis. Alors, peut-être pas tous les lots, je voyais, il y en a qui parlaient de dosage en routine. Ah ouais, non. Non, mettre en œuvre ce type de dosage sur tous les lots, voilà, vous allez perdre toute la rentabilité de fabrication de votre lot. Donc, non.
Par contre, je pense que c'est important de caractériser au fur et à mesure vos différentes formules, notamment sur les 3 ans qui vont venir, en appliquant une méthode peut-être allégée, à l'image de ce qu'on peut proposer là, mais que d'autres laboratoires aussi, hein, voilà. L'idée, c'est de proposer une méthode allégée qui va permettre de caractériser les PF pour justifier que les informations issues du concentré de parfum, elles sont justifiées ou pas. Et si mon process a pu altérer ce concentré de parfum. Et donc, voilà, pour moi, c'est cette stratégie-là. Et on va plutôt favoriser les formules qui contiennent une forte teneur en parfum. Les formules, entre guillemets, neutres, sans parfum, on va éviter de les utiliser tout de suite, moins de les doser tout de suite, même si à terme, il faudra quand même le faire. Donc, les formules qui ont les plus fortes teneurs en concentré de parfum, les formules qui, au cours du process industriel, passent par des phases de chauffe très importantes et ou des phases où on a des corrections de pH qui peuvent être assez importantes. Que ce soit des ajouts de soude, de potasse potentiellement, mais plutôt de soude, ou à l'inverse, des forts ajouts d'acide citrique à certains moments, peuvent générer localement ou dans l'ensemble du vrac des zones où le pH est suffisamment extrême, soit acide, soit basique, pour lancer cette réaction d'hydrolyse. Et donc, voilà. Et après, comme je disais, il y a d'autres précurseurs un peu indirects, qui est notamment le benzaldéhyde, qui, lui, peut, dans certains cas, peut-être générer de l'alcool benzylique, mais vraiment dans des formulations très spécifiques. Je pense plutôt aux produits lavants, type gel douche. Et donc, le benzaldéhyde, on va le voir essentiellement dans les produits aromatisés à l'amande, l'odeur d'amande amère. Donc, question corollaire, hormis les esters, est-ce qu'il y a d'autres molécules chimiques de précurseurs? Certains, ce que je disais, alors c'est plus rare comme phénomène, c'est vraiment très spécifique, c'est un peu one shot, mais voilà. Mais on peut avoir des phénomènes non pas d'hydrolyse des esters, mais des réactions d'oxydation ou de réduction qui peuvent conduire à un autre allergène. Ce que je disais juste avant, c'est exactement ça. Le benzaldéhyde, qui est un aldéhyde, par réduction, peut générer l'alcool correspondant. Et donc, voilà, à ce niveau-là, on va déplacer, si vous voulez, l'allergène de l'un sur l'autre. Ok. Autre question, peut-être une redite, mais pour assurer l'étiquetage des produits finis, est-ce qu'on se fie uniquement aux déclaratifs, notamment des fournisseurs de concentrés de parfum, ou est-ce que le dosage sur le PF a valeur de preuve? Alors, j'allais dire, la preuve, c'est essentiellement le dosage sur le PF, et c'est surtout, j'allais dire, la vraie preuve, c'est le dosage que seraient amenées à faire les autorités de contrôle sur le produit. Ça, c'est vrai, voilà. C'est, entre guillemets, le dosage indiscutable, même s'il faudra discuter du résultat avec les autorités. Donc, se baser uniquement sur la déclaration du parfumeur, c'est le minimum. C'est le b.a.-ba, voilà, il ne faut pas moins que ça c'est sûr. Par contre, comme je disais, notamment si on va sur des formulations un tout petit peu plus complexes que simplement de la dilution du concentré de parfum, là, se contenter de ça, c'est prendre un risque, à mon avis, comme ça. Après, certains peuvent jouer, hein, il faut accepter quand on joue de perdre aussi. Et là, le risque, c'est de perdre en gros. Donc, tu le disais dans la fin de la présentation, il est évident que les autorités de contrôle, dont c'est la DDPP maintenant, c'est plus la DGCCRF, va accentuer les contrôles. À chaque fois qu'il y a une nouvelle norme ou des nouvelles molécules, ils accentuent les contrôles. Pardon. Et en corollaire de ça, justement, combien de temps ont les personnes responsables qui mettent les produits sur le marché pour être en conformité? Tu parlais de 3 et 5 ans. Est-ce que tu peux réexpliquer ça? Et à partir de quand? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, dans 3 ans, tous les produits qui… donc, ça ferait le 1er janvier 2025. Donc, la date de démarrage, c'est 1er janvier 2022. Ouais, là, on est là en
1er janvier 2022 et ce serait au 1er janvier 2025. Tous les produits qui arrivent sur le marché devront présenter une liste des allergènes amendée des 57, une déclaration des potentiels 57 allergènes de fragrance dans la liste INCI des ingrédients. Ça doit être physique sur l'emballage. Hein. C'est pas encore tout à fait statué, si j'ai bien compris, mais c'est la tendance qui a l'air d'être très, très suivie. Bref, c'est l'information qu'on se met l'autre jour. Voilà. C'est de partir sur vraiment un étiquetage physique sur l'emballage des 57. Voilà. Ça va faire des gros emballages. Donc ça, c'est pour 1er janvier 2025. Et après, il y a 2 ans pour retirer du marché tous ceux qui ne seraient pas à jour de cette liste-là. Mais c'est ce que je disais dans le petit film, c'est que je pense que si vous voulez être tranquille au 1er janvier 2025 pour ne pas avoir à se poser de questions, de savoir si je dois ou pas retirer, aller chercher les lots, faire des rappels, aller chercher dans les stocks des magasins, peut-être d'anticiper un petit peu et de commencer dès maintenant déjà le travail de listing et d'étiquetage pour que progressivement, tous les produits qui arrivent sur le marché d'ici le 1er janvier 2025 seront déjà conformes à cette exigence. Donc là, on parle beaucoup de dosage et d'étiquetage sur les produits finis. Pour les fabricants de matières premières et quelques-uns qui sont dans la salle, quelles sont, eux, leurs obligations? Est-ce que c'est des obligations réglementaires ou est-ce que c'est des obligations par cahier des charges de leurs clients qui vont leur demander des comptes? Alors là, moi, je ne suis pas forcément expert sur les matières premières. Je pense que c'est surtout une question de cahier des charges, puisque là, on parle du règlement cosmétique qui s'applique sur des produits finis qui rejoignent directement le marché des consommateurs. Par contre, c'est clairement Donc, on peut penser que important aussi aux fournisseurs de se mettre à jour des exigences de leurs clients. C'est ça. On peut penser que c'est les clients qui vont demander aux fournisseurs d'avoir des éléments de preuve sur la présence ou non et en quelle quantité d'allergènes dans les matières. C'est ça. Ok, je reprends le fil des questions. Est-ce que l'analyse est possible, l'analyse de dosage des allergènes sur les savons solides à base de potasse? Est-ce qu'on pourrait doser les allergènes sur ce type de produit? En théorie, oui. Oui. Dès lors qu'on peut solubiliser le savon, on arrivera à faire ce dosage-là. Ok. Alors, toujours en vrac, hein, désolé pour un peu la cohérence, mais pour les produits finis, est-ce qu'une moyenne de 3 lots est suffisante pour caractériser la formule et ses allergènes? Bonne question. Alors, je pense que ça recoupe ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le minimum, c'est se fier au déclaratif. Après, c'est de faire des dosages et effectivement, c'est un plan d'échantillonnage. Plus on échantillonne grand, plus on a de fiabilité. Moins on échantillonne grand, plus on a d'incertitude. 3 lots, ça me semble quand même être déjà un bon compromis. Oui, c'est déjà tout pas mal. Après, il va falloir garder en tête ce côté précurseur et allergènes, entre guillemets, sous-produits, pour être sûr que des produits, comment dire, qu'on fasse le dosage sur les bons produits. Je m'explique par là. Ça peut vraiment, vraiment valoir le coup d'aller chercher un petit peu sur les produits en sortie de STAB ou en sortie d'études compat ou voilà, ceux qui auront été peut-être un peu plus sollicités, entre guillemets, par des conditions climatiques ou de vieillissement général un petit peu plus drastiques pour essayer de maximiser un peu ce qui pourrait potentiellement être présent pour être sûr que le produit, une fois qu'il est sur le marché et que le consommateur l'utilise, que le dosage a été fait sur un produit bien représentatif de ce qui rejoint le marché et pas produit tout beau, tout neuf, tout juste sorti de fabrication. Ok. Depuis le début, on parle beaucoup des allergènes provenant des solutions parfumantes. Il existe des produits cosmétiques sans parfum ou sans parfum et éventuellement avec des huiles essentielles en lieu et place des parfums. Est-ce que ces produits sont aussi à suspecter ou à contrôler au niveau des allergènes?
Les huiles essentielles. Ouais. Ah oui, 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 oui. Alors après, pareil, en gros, deux approches possibles. Euh, Soit l'huile essentielle est clairement composée d'extraits naturels qui ont été décrits comme étant allergènes de fragrance. Donc là, on en parlait, il y en a 30, les 27, pardon. Ouais. Il y a 27 extraits naturels comme ça. Auquel cas, de toute façon, il faudra les déclarer puisqu'ils sont théoriquement présents. Et là, il n'y a pas forcément besoin de dosage. Ou alors, l'origine comment dire, du caractère allergène de ces extraits naturels provient d'une ou plusieurs molécules elles-mêmes identifiées comme étant des allergènes de fragrance, auquel cas, là, c'est vraiment le dosage des substances qui va être primordial. Et donc, un mélange d'huile essentielle peut contenir les deux, c'est-à-dire à la fois des extraits naturels allergènes, mais aussi des substances individuelles allergisantes ou allergènes clairement identifiées qu'il va falloir de toute façon étiqueter de la même façon. Ok, toujours ces questions autour des précurseurs et des phénomènes d'oxydation et réduction. Est-ce que l'ajout d'antioxydants dans les formules réduit ces phénomènes? Et est-ce que si on disait, tiens, je mets les antioxydants, donc je n'ai pas de précurseur, donc je ne dose pas mes allergènes, est-ce que c'est un raisonnement qui tient? Alors, l'antioxydant, effectivement, il va limiter l'altération et notamment l'oxydation chimique de la formule. Par contre, pour ce qui est des précurseurs des esters, ce n'est pas une oxydation. Hein. L'hydrolyse, ce n'est pas une oxydation. Donc, l'antioxydant, je ne suis pas sûr qu'il permette de limiter l'hydrolyse de certains esters. Effectivement, il pourrait limiter l'oxydation. Je ne sais pas s'il y avait un alcool basique qui se transformait en base aldéhyde, donc la réaction inverse de ce que je disais tout à l'heure. Là, effectivement, il aurait capacité peut-être à freiner ce phénomène-là. Même si pour arriver à ces réactions-là, l'intensité de la réaction d'oxydation est telle que je pense qu'un acétate de tocopherol, Il ne suffirait pas. il suffirait pas. Toujours cette question autour des parfumeurs qui fournissent des certificats. Est-ce que justement l'analyse avec tous les allergènes en dessous du seuil de détection est suffisante? Tout à l'heure, tu as répondu, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Dans l'absolu. Alors oui, globalement, on va dire un concentré de parfum qui afficherait inférieur à la limite de détection sur l'ensemble des 57 substances, a priori, je dirais, on est plutôt confiant. Malgré tout, parmi les substances de parfumerie, on peut avoir d'autres précurseurs qui sont pas forcément allergènes comme ceux-là, et qui pourraient, s'ils veulent se dégrader, générer un allergène en plus. Bon, la probabilité est relativement faible, malgré tout, elle existe. Et donc, et on l'a vu. C'est pas impossible de retrouver de l'alcool basylique, notamment, parce que c'est souvent lui qu'on retrouve, dans des produits où pourtant il n'y a rien, et a priori même pas les précurseurs habituels, mais parce que peut y avoir d'autres précurseurs qui ne font pas partie des allergènes déclarables par le fournisseur du concentré. Ok. Tendance cosmétique forte, c'est les produits solides, notamment tout ce qui est savon et shampoing sec, qui peuvent éventuellement subir des saponifications. Est-ce que la saponification a vertu ou déclenche la possibilité de générer ou de provoquer la présence d'allergènes? Alors, en soi, la saponification, non. Mais par contre, la saponification génère un environnement physico-chimique susceptible de générer notamment les hydrolyses. Donc, si je viens à mettre mon parfum dans mon savon un peu trop tôt, ou mon huile essentielle, voilà, peut-être un peu trop tôt, on va dire, dans l'étape de fabrication, et notamment avant l'étape de saponification, là, effectivement, j'ai une très forte probabilité qu'il y ait une altération de la fraction parfumée, qui fait que la déclaration d'allergène du concentré de parfum ne serait plus tout à fait valable.
Question sur, donc, du coup, sur le dosage des allergènes sur le produit fini. Quand est-ce qu'il va être le plus judicieux? Et notamment, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le faire en sortie d'études de compat? Est-ce que ce n'est pas là l'endroit le plus critique et là où on aura un peu le worst case? Alors, le worst case, je ne sais pas, parce que on peut aussi imaginer une baisse progressive de la teneur en parfum au cours du temps qui ferait qu'on baisserait un petit peu les seuils. Mais effectivement, là où je trouve ça intéressant, c'est que clairement, un produit en sortie d'études de compatibilité est au plus proche de ce qui va rejoindre le marché et qui sera chez le consommateur et qui sera probablement le produit qui sera testé par ou les autorités de contrôle ou les unions de consommateurs ou ce genre de choses. Donc là, c'est à mon avis le produit le plus représentatif de ce qui pourrait être un écart réglementaire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou pas. Ok. Tu parlais tout à l'heure que tu n'étais pas l'expert sur les matières premières. On a quelqu'un qui est intervenu pour donner la réponse, enfin, donner une réponse. Alors, on n'a pas vérifié, mais on va faire confiance, disant que pour les matières premières, il faudra le document des allergènes, comme ce qui se fait actuellement avec la liste des 26. Donc, c'est nécessaire pour le dossier information produit. Oui, c'est une demande de la part de toute façon du client. C'est ça. Quand on a besoin, et je ne vois pas trop nos clients, nous, acheter des matières premières sans ce certificat-là. Alors, question aussi, alors je ne sais pas si on aura bien les réponses sur les allergènes végétales, ceux qu'on ne dose pas. Comment est-ce qu'ils vont être inscrits sur les packaging? Alors, pour les extraits naturels, Oui, alors là, moi, je ne suis pas du tout suffisamment au fait là-dessus. Effectivement, il y avait une histoire de déclaration entre crochets. oui, c'est ça. Voilà. Voilà, je ne suis pas assez spécialiste là-dedans. Je dois reconnaître que j'en ai vu très très peu jusqu'à présent. Les deux seuls extraits naturels qui étaient à étiqueter, donc Vernia prunastri et Vernia furfuracea, je les ai jamais vus. Donc, je ne sais même pas comment ils doivent être inscrits. Voilà. Question, ou du moins remarque qui n'est pas inintéressante, qui rejoint aussi d'autres actualités du monde cosmétique. Effectivement, là, on est sur 57 allergènes. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, la liste va encore s'étendre. Et effectivement, il n'y a pas que les allergènes, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a des plastifiants, il y a des tas de choses. Il y a aussi, chose annexe, mais des tensions sur la fourniture de matières premières. Donc, beaucoup d'industriels cosmétiques disent tout ça prend du temps, coûte de l'argent, et donc à un moment, il va falloir que certains prix bougent, les prix de vente des produits cosmétiques, et certains délais aussi augmentent. Et alors ça, c'est une réflexion plus globale qu'on peut avoir, nous, un peu laboratoire, un peu au centre du marché cosmétique, mais effectivement, on voit que nos clients, il y a quelques années, avaient beaucoup de réflexions sur le time to market qui était de plus en plus court. Entre l'idée géniale du marketing et la mise sur le marché, c'était de plus en plus court. Et bien là, les délais sont en train de s'allonger parce que rupture de matières premières, rupture d'articles de conditionnement, tests plus longs, panels moins disponibles, notamment avec les pandémies. Et donc, effectivement, les délais entre l'idée géniale du marketing et la mise sur le marché, nécessairement, vont devoir s'allonger. Si on comprime tout, il y a des choses qui ne seront pas faites, c'est évident. Ça, c'était pour rebondir sur une réflexion donc, de Pascal Marchal. J'essaye de lire en même temps, hein, pardon. Alors, à propos, le produit fini, il vaut mieux tester le produit vieilli, sorti stable, compact, pour s'assurer que les allergènes présents dans le produit à mentionner sur le produit. Donc ça, Gaël y a répondu. L'attestation fournisseur basée sur la biblio, ou devons-nous exiger obligatoirement un dosage de leur part? Voilà. Est-ce que les fabricants de produits cosmétiques doivent exiger un certificat de dosage de la part de leur fournisseur de concentrés parfumés, ou est-ce que des données théoriques suffisent? Alors, on va reprendre, et puis je vais rebondir aussi sur une autre page que je voulais. La seule obligation, c'est celle du metteur sur le marché de fournir une liste des ingrédients qui correspond à l'exigence réglementaire.
Donc, avec les seuils à 10 ppm, 100 ppm sur les allergènes en question. Ça, c'est la seule obligation. Tout ce qui se passe en amont, l'obligation, elle est contractuelle. Ouais. Elle n'est pas, à ma connaissance, elle n'est pas légale en ce qui concerne les allergènes de fragrance étiquetable. Parce que tu parlais de perturbateurs endocriniens, ça c'est autre chose. Mais sur cet aspect-là, par contre, clairement, ce sont des éléments à mettre dans la relation de B2B, entre professionnels, de mettre, voilà, moi, je ne souhaite pas utiliser votre matière première dès lors que la déclaration n'est pas liée à un dosage. Voilà, ça peut être mis, ça peut être mis sur la table, c'est dans les critères. Effectivement, ça peut en changer le coût aussi, mais l'aspect purement déclaratif sur une base bibliographique présente un intérêt scientifique, mais c'est aussi prendre un risque. C'est le risque de passer à côté d'une certaine information. Et surtout, si je vais avoir un process derrière qui va être relativement important vis-à-vis de cette matière première, je ne vais pas me contenter de cette déclaration-là. Il faut vraiment que j'aille chercher en aval la composition réelle en allergène de fragrance. Une question complémentaire sur qui a la charge de vérifier cette teneur en allergène. Est-ce que c'est le fabricant du produit cosmétique ou est-ce que c'est la personne responsable? Ça, c'est celui qui a le porte-monnaie. Alors, celui qui… parce Non. que, entre guillemets, le risque, c'est effectivement d'avoir des contrôles de la DDPP, des GCCRF. Eux, normalement, ils contactent la Le personne metteur sur le responsable. marché. Le Exactement. metteur sur le marché, celui qui détient le dossier information produit. Et c'est celui-ci, c'est cette Ouais. personne qui devra justifier de ce qu'il a dans le dossier, pourquoi on trouve des allergènes dans les produits, éventuellement contrecarrer les analyses faites par les autorités, se justifier. Après, si il en a fait la demande à son fabricant de manière contractuelle, son fabricant peut-être lui donnera les infos ou lui les aura déjà données. Mais celui, en tout cas, qu'on questionnera en cas quand les autorités contrôlent, c'est la personne responsable, comme à chaque fois. Oui, c'est lui qui a rempli. Sur la méthode simplifiée, justement, en cas de contrôle par les GCCRF, qu'on montre un certificat de dosage d'allergènes qui n'aurait pas été fait strictement par la norme. Est-ce que c'est recevable? Oui, tout à fait, c'est recevable. C'est une chance et une malchance, ça dépend comment on voit les choses. Mais les normes en cosmétique et en chimie analytique des cosmétiques sont d'application volontaire. Elles n'ont pas de caractère réglementaire obligatoire. Donc, vous n'avez pas l'obligation d'avoir une mesure des allergènes effectuée selon la norme à présenter. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir des dosages qui ont été faits avec une méthode plutôt reconnue. C'est pour ça qu'on parlait en termes de technologie, d'avoir une technologie qui est quand même pas trop exotique ou une méthode qui n'est peut-être pas trop exotique par rapport à la méthode de référence. Et voilà, d'avoir une méthode qui s'en rapproche, c'est largement suffisant, d'autant plus que les autorités de contrôle n'appliquent pas forcément la norme strictement non plus. Puisque c'est pas la norme à la base, je rappelle, hein, son domaine d'application, ce sont les concentrés de parfum et les parfums, pas les autres produits. Or, les autorités de contrôle appliquent, dosent les parfums, mais pas seulement. Ils vont surtout voir les crèmes, les lotions, les gels douche, tout le reste, quoi. Ok, je regarde un petit peu la pendule pour ne pas vous prendre plus de temps que prévu. Donc, toutes les questions qui n'auront pas eu réponse, vous pouvez les reposer sur l'adresse mail adv@cosmepar.fr. Donc, juste avant de nous quitter, je vous précise effectivement qu'on va remettre en ligne le webinaire et la séance de questions-réponses. Et puis, une petite question, peut-être une colle pour Gaël, je ne sais pas. Comment ont été définis les seuils d'étiquetage de 10 et 100 ppm? Est-ce qu'ils permettent ces seuils, parce que c'est quand même ça ce qu'on a vu au début, on dose ça pour prévenir des allergies sur les gens, il ne faut pas oublier ça, c'est un test de sécurité. Donc, est-ce que ces seuils ont été déterminés justement pour prévenir les allergies sur les personnes sensibilisées? Alors, est-ce qu'ils permettent de prévenir toutes les allergies? Chez toutes les personnes, probablement pas. Pardon, excusez-moi.
dans le sens où on ne sera jamais exhaustif. Ces seuils, ils ont été déterminés sur la base des études voilà, du comité scientifique européen, du SCCS, qui a estimé que ces concentrations, dès lors que la personne sensibilisée à connaissance de la présence de cette substance, à capacité d'action. C'est-à-dire que si je suis en dessous de cette concentration-là, normalement, la personne sensibilisée ne devrait pas déclencher de réaction particulière. Malgré tout, parmi les allergènes, certains ont des seuils comment dire, Déclenchement de réaction. déclenchement de réaction extrêmement bas qui justifient un changement de statut. C'est le cas notamment donc, du HICC ou du LIRAL, qui fait partie de la liste des 24 allergènes déclarables d'origine, hein, voilà, qui est toujours dans la liste des 57, Et qui est interdit. mais qui de toute façon est interdit. Donc voilà, si vous le déclarez, c'est qu'il y a un problème. Ok, très bien. Je vais remercier Gaël pour toutes les précisions techniques. On a eu beaucoup de questions sur la durée de l'analyse, le coût de l'analyse, la quantité d'échantillons pour faire ces analyses. On ne peut pas y répondre là maintenant en direct, mais n'hésitez pas sur l'adresse mail adv@cosmepar.fr à poser toutes ces questions. On essaiera, enfin pas on essaiera, on réussira à vous répondre de manière très réactive. C'était juste aujourd'hui une ouverture sur ce sujet qui va nous animer, vous animer pendant les prochains mois. Donc, les personnes entendent peut-être mal. Donc, ADV, c'est comme Alexandre, Denise, Viviane, @cosmepar.fr. C'est pas son nom, hein. Alexandre Denise Viviane, c'est pas son nom. Alexandre, Denise, Viviane, ADV comme administration des ventes, @cosmepar.fr. On répondra à toutes vos questions. On vous souhaite une bonne journée. Prochain webinaire sans doute sur le mois de juin. Peut-être un webinaire qui combinerait la microbiologie, la chimie et la tolérance. On vous tient informé. À très bientôt. Merci.